Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. In a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. New York, en l'an 1997. L'île de Manhattan est devenue une prison de haute sécurité dans laquelle s'organisent plusieurs gangs. C'est là que s'écrase l'avion Air Force One avec le président à son bord. Le seul homme capable de le ramener hors de la cité est un dangereux sociopathe du nom de Snake Plissken. En échange de sa liberté, Snake va accepter la mission, mais il doit faire vite. Dans 24 heures, le congrès sur la paix auquel doit impérativement participer le président sera terminé, et les capsules nocives qui se trouvent dans le corps du sauveur malgré lui auront fait leur effet. New York 97 représente un gigantesque pas en avant dans la carrière de John Carpenter. Nous sommes en 1980 et le réalisateur vient de livrer Fog pour la modique somme d'$1 million et en rapporte plus de 30 millions à son studio. Sous contrat avec la société de production Avco Embassy, le réalisateur doit signer un second film pour la firme indépendante. Il sort alors de son chapeau un script écrit au milieu des années 70, à l'époque du Watergate, et demande à son acolyte Nick Castle de la rafraîchir un peu en y adjoignant une touche d'humour décalée. Immédiatement emballé par le concept sombre et futuriste de New York 97, Avco lance la production du film et avance un budget de $7 millions à John Carpenter. Fini le temps des vaches maigres. Il s'agit donc de voir les choses en grand. Cela reste cependant une somme ridicule en regard des ambitions du projet. Transformer la grosse pomme en pénitencier haute sécurité avec notamment la Statue de la Liberté en guise de tour de garde. Dans un premier temps, la ville de New York n'est pas d'une aide précieuse et le cinéaste se résigne à n'y tourner que le strict minimum sur une période de 2 jours. Il s'installera ensuite à Saint-Louis dans le Missouri et encore plus tard à Los Angeles. Les premiers instants du film présentent ainsi la situation par le biais d'une voix off et de quelques cartons évocateurs. La concision du script, qui en dit nettement plus qu'il n'en montre, va pousser John Carpenter à filmer en long plan séquence les premières scènes, induisant une mise en espace aussi efficace que sobre. Les plus grands monuments de la ville vont ainsi servir de décor à l'intrigue, afin de bien situer le spectateur dans un contexte qui lui est, d'une façon ou d'une autre, familier. Aucun doute, nous sommes bien à New York. À la vision de certains des films à venir de John Carpenter, New York 97 apparaît moins comme un film politisé qu'une fable sur le futur de son pays. Dans le but de cristalliser ses doutes d'alors, mais aussi ses espoirs, le réalisateur crée un personnage qui va devenir au fil des années la figure emblématique de son cinéma, Snake Plissken.
S'inspirant d'un malfrat dont la particularité était de posséder un tatouage en forme de serpent sur le ventre, Carpenter transpose alors sa personnalité de maverick réfractaire à toute forme d'autorité dans celui qui va devenir le personnage principal de son film. Tout héros de guerre décoré qu'il est, Snake Plissken reste un sociopathe représentant la liberté dans sa forme à la fois la plus pure et la plus vicieuse, contradiction qui fait toute la richesse du personnage. Si on devait définir Snake Plissken en un raccourci éloquent, son surnom serait « l'homme qui cherche à vivre 60 secondes de plus ». Violent, nihiliste, mais empreint d'une humanité parfois plus prégnante que celle de ses geôliers, Snake n'hésite pas à tuer pour survivre. Pour incarner cette menace pour la société, John Carpenter va difficilement imposer auprès des financiers Kurt Russell, qu'il avait auparavant dirigé dans le téléfilm Le roman d'Elvis. Le comédien, jusque-là spécialisé dans les produits pour la famille Disney, va coller au rôle de très près et mettant même de perspicaces suggestions. Ainsi, c'est lui qui souffle à son réalisateur l'idée d'utiliser un bandeau pour couvrir son œil gauche, à la manière du personnage de comics Marvel Nick Fury. C'est encore lui qui s'inspire du Clint Eastwood de l'inspecteur Harry et du Bon la brute et le truand pour façonner son jeu. Pour faire bonne mesure, Carpenter lui opposera Lee Van Cleef en une réminiscence évidente du film mythique de Sergio Leone. C'est bien connu, un héros et un anti-héros ne se révèlent que lors de situations périlleuses face à l'adversité. Ce sera donc le credo principal de John Carpenter. Dès le départ, Snake Plissken est montré en position de faiblesse, les menottes au poing, et dans l'incapacité de négocier sa situation. L'injection de capsules meurtrières se diluant dans son sang ne représente que le début d'un chemin de croix particulièrement douloureux. Avant de se décider à lancer directement le spectateur dans le feu de l'action, le réalisateur avait d'ailleurs conçu et tourné un pré-générique d'une dizaine de minutes. Dans cette séquence, Snake Plissken cambriolait une banque avec l'aide d'un complice pour ensuite prendre un train vers San Francisco et se faire cueillir à son arrivée par les forces de police. Refusant de s'en rendre, son acolyte y laissait la vie. Cette scène forte ne passera donc pas le cap du Final Cut. Qu'importe, puisque dès son entrée dans la plus imposante des forteresses, Snake ne fera que subir les coups du sort. Assaillé par des gangs de rue particulièrement violents, maltraité par le duc de New York, trahi par des personnes peu scrupuleuses, le serpent ne sortira pas de la grosse pomme sans avoir goûté à la pire souffrance. Kurt Russell raconte s'être retrouvé sur le tournage au moins une fois dans une situation similaire à celle de son personnage. Lors de la séquence de combat sur le ring face au gaillard à la solde du duc, le comédien a goûté à la puissance du catcheur Ox Baker. Ce dernier a effectivement pris son rôle très au sérieux et s'est mis à cogner Kurt Russell comme si sa vie en dépendait. Malgré les supplications de l'acteur, rien n'y a fait. Il a fallu que Russell lui décroche un crochet au foie particulièrement violent pour que le massacre tourne court. John Carpenter, qui sait bien que c'est dans la souffrance que naissent les anti-héros, ira même jusqu'à offrir un étonnant moment de répit au Snake. Ne sachant plus que faire ni où aller, Plissken se pose sur une chaise en pleine rue et attend que la violence lui tombe directement sur le coin de la figure. Avec sa vision particulièrement sombre de l'urbanisme, sa propension à décrire une société sous le joug du fascisme et un climax à la morale percutante, New York 97 pourrait passer pour le film le plus pessimiste de John Carpenter. La séquence finale propose pourtant une alternative rassurante, preuve que le cinéaste n'est pas prêt de laisser tomber le combat. Si le président, enfin sauf, y apparaît comme un être aussi lâche, sauvage et fielleux que les terroristes qui l'ont retenu captif, Snake le sociopathe Rotor va lui jouer un tour tout en ironie cinglante, marquant par là même les annales du cinéma d'anticipation. Avec cette ultime pirouette en guise de conclusion, New York 97 va s'imposer au fil du temps comme l'un des derniers monuments du cinéma américain des 70s, un dernier soubresaut de cette époque libertaire notoire. Pour John Carpenter, New York 97 est une bonne opération. Pour son budget à 7 millions, il en rapporte 25. Carpenter continue sa série de succès après Halloween et Fog. Fort de ce succès, Universal lui donnera les pleins pouvoirs sur son film suivant, The Thing, remake de La chose d'un autre monde. D'un point de vue personnel, ma découverte de New York 97 se fait en plein été lors de vacances en famille. Mon oncle me fait découvrir ce film enregistré sur une VHS alors que je venais d'avoir 12 ans. Depuis, je n'ai jamais oublié la sensation que j'avais ressentie alors. Un mélange d'affection et de crainte pour un personnage sans équivalent.
et une attirance pour le style d'un réalisateur qui allait me procurer beaucoup de plaisir dans les années qui suivront. Passé le générique de fin, j'enchaîne avec le deuxième film présent sur la VHS, Los Angeles 2013, sorti en 1996. La suite des aventures de Snake Plissken, toujours avec Kurt Russell en vedette et John Carpenter à la réalisation. Mais ça, c'est une autre histoire.